Bonsoir à tous. Après le large victoire 4-0 face à l'Égypte le 13 février 2026 au stade Kégué de Lomé, les Amazones U20 du Bénin ont brillamment validé leur ticket pour l'ultime quatrième tour qualificatif des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui se tiendra en Pologne du 5 au 27 septembre 2026. Les filles de Ouzerou Abdoulaye affrontent donc la Côte d'Ivoire du 1er au 10 mai prochain en 2 matchs aller-retour pour valider définitivement leur ticket pour cette participation à cette Coupe du Monde. Quelles sont donc les chances de qualification des Amazones pour Pologne 2026? À Lisbonne, le football a encore montré son plus mauvais visage, son visage hideux du football. Vinicius Junior, en effet, l'un des meilleurs footballeurs du monde actuel, aurait été victime de propos racistes proférés par son adversaire du jour, l'Argentin et sociétaire de Benfica Lisbonne, Gianluca Bresciani, qui l'aurait appelé singe lors du match aller des barrages de la Champions League 2026. Un scandale de trop? Pourquoi le racisme persiste-t-il dans les stades malgré les campagnes et les sanctions? Et surtout, que faut-il faire pour que cela s'arrête enfin? On en parle tout de suite avec notre invité que je m'empresse de vous présenter, Seth Atemi. Seth Atemi qui est journaliste, analyste sportif sur Eden TV. Seth Atemi, bonsoir. Bonsoir Kamel. Comment ça va? Très bien. Bienvenue sur nos plateaux. Merci. Dites-moi déjà d'entrée, ce 4-0 face à l'Égypte, est-ce une surprise ou la confirmation de la montée en puissance des Amazones U20? Personnellement, j'étais surpris par le score du match retour. Quand on observe... À cause du score ou bien de l'adversaire du jour? À cause du score et de l'adversaire du jour. Parce que quand on observe un peu le match aller, le Bénin n'a gagné que 1-0 en Égypte. Et personnellement, je ne suis pas du genre optimiste, mais personnellement, je m'attendais pas à ce que face à l'Égypte, le Bénin puisse déjà l'emporter. Mais elles ont pu gagner 1-0, ces filles-là. Et quand j'analyse un peu, je me dis que c'est peut-être parce que on a eu le temps d'aller un peu plus tôt là-bas, de s'acclimater par rapport au climat qu'il y a actuellement, voilà, en Égypte, d'avoir même la chance de jouer un match amical avant même de jouer cette rencontre avec l'Égypte, qui a été la bonne carte que les Béninois ont joué pour pouvoir s'en sortir. Mais face à cette Égypte-là, on parle quand même de l'Égypte dans le football. Et même si c'est au niveau féminin, on parle toujours de l'Égypte. Gagner 4-0 au match retour, j'étais quelque peu étonné, heureux, mais très étonné. Donc, si je dois aller à l'analyse de ce match, je dirais simplement que sur un point de vue mental, les filles, les Amazones du Bénin ont été beaucoup plus fortes que les Égyptiennes. Et il y a eu des petits détails dans le processus du match, dans le déroulé de la rencontre qui ont joué en faveur des Béninoises et naturellement en défaveur des Égyptiennes. Le premier que je prendrai, c'est la façon dont l'Égypte encaisse son premier but. C'est un coup de massue que l'on reçoit sur un point de vue moral. Donc, vous tenez bon jusqu'à quelques minutes de la fin de la première période et bim, il y a ce coup de pied qui arrive, un corner, et personne ne touche le ballon. Il se loge voilà, dans la lucarne opposée, la lucarne du second poteau. Et là, c'est un gros bim qu'on reçoit sur la tête. C'est un avantage pour les Béninoises qui rentrent au vestiaire totalement boosté. Mais c'est un désavantage pour l'Égypte qui se dit comment est-ce qu'on va reprendre les choses quand on va revenir. Déjà qu'ils ont déjà un but et ils ont concédé un but. Exactement. Au match aller, il fallait déjà rattraper le défaut du but concédé à l'aller. Vous en prenez un deuxième de cette façon-là. Il y a de quoi réfléchir et se dire, est-ce qu'on pourra s'en sortir face à ces Amazones-là? Est-ce qu'elles n'ont pas un petit génie que nous n'avons pas? Mais elles ont tenu bon. Hein. L'Égypte n'a pas pour autant démérité dans le match. Oui. Et qu'est-ce qui peut expliquer cette différence entre ces deux matchs à l'aller où
ça s'est départagé sur un score étriqué d'un but à 0. Et pour un match retour, les Amazones, pour ceux qui ont suivi le match, hein, ont vu les Amazones totalement transformé, oui. Et dérouler un match à sens unique, si on peut le dire. Oui, c'était totalement à sens unique. C'est vrai qu'il y a eu des tentatives égyptiennes, mais ça n'a pas été pour autant pharaonique pour ce qu'on a vu. Mais pour moi, cette explication se trouve à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est qu'il y avait une équipe des Amazones qui en voulait véritablement. Cette équipe béninoise... il y avait la volonté. Exactement. Il y avait cette hargne-là, cette grande volonté-là de pouvoir passer ne serait-ce que cette étape-là pour attendre l'étape suivante. Et donc, ça s'est remarqué dans le jeu. Vous avez vu, il y avait une équipe beaucoup plus solidaire. À chaque fois qu'il y avait une faille à un niveau donné, il y avait une joueuse qui venait toujours pour prêter main forte. Et même dans les actions de jeu, les actions de jeu où vous trouvez que ce ballon n'était pas rattrapable, on se démerde pour le rattraper. J'en veux seulement pour preuve ce but pour lequel il y a un débordement sur le côté droit, un centre, la joueuse rattrape finalement le ballon, fait un centre et il y a Romaine Gandonou qui s'élève, qui a une certaine suspension en l'air pour pouvoir marquer ce but de la tête là. Donc ça témoigne également de cette volonté là que cette équipe des Amazones du Bénin avait. La deuxième chose, puisqu'il y en a une troisième, la deuxième chose c'est ce travail là qui se fait depuis avec Abdoulaye Ouzerou, le coach de cette équipe là. Qu'il vous souvienne que cette équipe a été prise, que le travail a commencé petitement avec les filles, mais au fur et à mesure que cela se faisait, ça avançait. On trouvait qu'il y avait du mieux dans l'équipe, on trouvait qu'il y avait un peu plus d'affinité à pouvoir jouer ensemble. Voilà, entre ces filles-là. Oui, cette cohésion d'équipe, cette synergie à pouvoir jouer ensemble. C'est des personnes que, même si vous prenez le risque de leur bander les yeux, elles pourraient jouer ensemble, et se retrouver sur le terrain, même si elles avaient quelque peu les yeux un peu obstrués ou bandés. Et puis cette dernière chose qui, je trouve, a été à l'avantage du Bénin pour cette victoire 4-0, ce sont les circonstances du match. Et la première circonstance, c'est celle que j'ai rappelée tout à l'heure. C'est le premier but, la façon dont il est arrivé, ce premier but-là. Le timing. Exactement, c'est parfait. En fait, c'est circonstanciel, c'est vrai, mais ça arrive au bon moment pour cette équipe du Bénin. Vous rentrez au vestiaire, la seule chose que le coach a à vous dire, c'est vous avez finalement compris, il faut continuer comme ça, il faut les presser, elles vont céder à un moment donné. Et dès qu'on est revenu en seconde partie, les Égyptiennes ont, heureusement pour le Bénin, cédé. Il y a eu, au cours de cette rencontre, un visage qui n'est plus à démontrer, mais qui a confirmé. Et je veux bien parler de Romaine Gandonou, qui a signé un triplé décisif au cours de ce match. Peut-on dire qu'elle est aujourd'hui le visage, qu'elle incarne le visage de cette nouvelle génération de ces jeunes filles U20? J'ai envie de dire oui, et j'ai envie de dire à la suite que c'est une incarnation méritée, parce que on sait de Romaine qu'elle travaille beaucoup à pouvoir faire en sorte d'avancer dans son football. C'est un sport qu'elle aime, elle vient même d'une famille sportive, on peut le dire de cette façon-là, quand on sait que son père a été par le passé tennisman. Donc c'est un sport qu'elle aime, c'est un sport pour lequel elle se bat. En club déjà, elle travaille très bien avec son club, et quand elle arrive en sélection, j'ai comme l'impression qu'elle se trouve être muée, elle se trouve être dans une certaine mesure, qu'on a du mal à pouvoir trouver la circonférence de sa force. Et donc, j'ai vu une Romaine qui était totalement très, très forte. Et j'ai vu une Romaine qui avait également de la facilité à pouvoir jouer avec ses coéquipières. Exactement. Et c'est ça que je disais un peu en amont dans l'entame de mes propos. Il y a cette facilité-là pour cette équipe béninoise-là à pouvoir jouer ensemble. Et Romaine Gandonou, dans ce moment de sa carrière, dans ce moment de sa vie footballistique, je trouve qu'elle est à son sommet, elle est au top niveau. Il faut pouvoir trouver, premièrement, la façon de pouvoir l'entretenir, la façon de pouvoir la coacher psychologiquement pour qu'elle puisse garder cette ascendance-là, qu'elle garde ce mental-là, qu'elle garde ce moral-là, de pouvoir, de pouvoir continuer à avancer. Vous sortez un mot très important, c'est l'humilité. Ne jamais lui faire penser ou lui faire croire qu'elle est au sommet de tout le monde, non.
c'est une équipe. En équipe, on est 11 en football. Et quand on est 11, on doit pouvoir jouer ensemble. Romaine ne peut pas marquer de but s'il n'y a pas une remise de jeu d'une gardienne de but, par exemple, s'il n'y a pas un contrôle au milieu de terrain, s'il n'y a pas un débordement à droite, s'il n'y a pas un centre qui se fait, elle ne peut pas marquer de but. S'il n'y a pas une passe qu'elle reçoit, elle ne peut pas marquer de but. Donc, il faut forcément, premièrement, lui donner cette force-là mentale de façon psychologique. Il faut ensuite qu'elle puisse continuer à pouvoir travailler physiquement pour ne pas avoir les petits pépins après. Parce que vous savez, quand on arrête de travailler, quand on rate la régularité dans le travail, il se fait qu'on chope des petits pépins, une petite lésion quelque part, une petite rupture quelque part d'autre. Donc, il faut travailler cela de sorte à ce que on puisse pouvoir continuer sur cette même tangente-là. Et puis, la troisième chose que je trouve très importante, c'est de pouvoir maintenir cette dynamique, cette familiarité qu'il y a entre ces filles-là. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais moi j'ai remarqué une grande familiarité entre ces filles-là. Elles se comportent véritablement comme des sœurs, au-delà d'être des partenaires de jeu. Elles une fratrie. Exactement, une belle famille, une fratrie. Exactement, un peu comme si elles venaient d'une seule couvée, d'une même couvée, j'ai envie de dire. Il faut pouvoir maintenir cela entre ces filles-là, qu'elles puissent continuer à travailler ensemble et surmonter au fur et à mesure les défis. Pour moi, je vais dire une chose pour finir mes propos pour cette question. Pour moi, il faut y aller défi après défi. Graduellement, exactement. Step après step. Et pour moi, dans ma tête à moi, et ça devrait être le même cas dans la tête des filles de cette équipe U20 du Bénin, le match contre l'Égypte, c'est fini. Il faut oublier ça et passer à autre chose. Vous venez de le dire tantôt, ce bijou-là, ce cornet de Yasminat Djibril, pas ces exploits de Gandon, de Romain Gandon. Comment vous avez apprécié ce cornet-là qui, bon, c'est des filles, on va dire, hein, mais c'est un geste sublime qui n'est pas réalisé dans les quatre coins du monde, même chez les hommes. Même chez les hommes, voilà. C'est difficile de le réaliser. Merci il faut déjà le tenter, il faut déjà tenter, réaliser pour oser le faire à nouveau. Oui. Comment vous avez apprécié ce geste technique de classe mondiale, si je peux me le permettre de le dire. Vous pouvez vous le permettre, c'est un geste de classe mondiale. De Djibril Yasminat. Pour moi, en tant que Béninois, et tant pis si on me traite de chauvin, je l'assume, j'étais aux anges. C'est pas un geste qui est donné à tout le monde. Et vous faites bien de faire remarquer que même chez les hommes, que l'on trouve à tort ou à défaut, ou à raison même, j'ai envie d'ajouter, être les meilleurs au football, ce n'est pas un geste que tout le monde réalise. La dernière fois que j'ai vu un geste pareil, ça venait d'un certain Neymar. Qui a pu le réaliser. Ils sont comptés de bout de doigts. Ils sont comptés de bout de doigts. Oui, Di Maria a pu réussir à le faire également. Ronaldinho a pu réussir à le faire également. Et quand on cite les noms, vous voyez, on ne cite que de grands noms du football. Et pour réussir ce genre de geste, il faut l'avoir essayé moult fois. Une fois, deux fois, trois fois à l'entraînement, il faut l'essayer. C'est vrai que nous tous, nous savons que Yasminat Djibril, balle au pied ou sur coup de pied arrêté, elle est une personne qu'il faut craindre. Mais écoutez, c'était un corner, c'était pas un coup franc. Et oser le faire. C'était un corner. Et le faire à ce moment-là du jeu. Et contre qui? Il faut avoir un certain mental. Et vous faites bien de le rappeler. Contre l'Égypte, oser le faire de cette façon-là. Non, bravo. C'est un geste que moi, j'ai applaudi quand je regardais le match. J'ai tout arrêté, j'ai applaudi. Et après, je me suis dit, mais purée, cette dame-là, il faut la féliciter, il faut l'encourager davantage. Je pense qu'elle mérite entièrement son brassard. Et au-delà des buteuses, nous n'avons que jeté des fleurs aux attaquantes. C'est mérité. Quels sont ces autres compartiments du jeu comment vous analysez les autres compartiments du jeu, je vous l'ai dit. Premièrement, le milieu, la défense. Merci. Premièrement, moi, je parlerai du milieu de terrain. Et je ne sais pas si vous avez bien, vous êtes entré un peu dans mon esprit. Je parlerai du milieu de terrain avant de parler de la défense. Pour moi, le milieu a bien fonctionné. Parce que j'ai vu un milieu qui faisait des transitions, voilà, qui changeait des phases de jeu. Quand ça ne pouvait pas coulisser entre de petites passes au milieu, on essayait de faire des transitions sur les côtés. Vous voyez des transversales qui venaient, un ballon qui quitte le milieu, qui repasse par le bas de la défense, par le libéreux qui repartait sur le côté. Le milieu a super bien fonctionné.
à mon entendement. C'est vrai que ça a été disputé parce que l'équipe égyptienne également a bien fonctionné en milieu de terrain. Ça a été disputé, mais au final, c'est le Bénin qui l'a emporté sur cette bataille du milieu de terrain. Donc, il a bien fonctionné. Moi, j'ai trouvé que ça a été utile, ça a été très intelligent pour ces joueuses-là, à des moments donnés, de faire des transitions sur les côtés. Sur le côté droit, sur le côté gauche, parce qu'on avait de belles personnes, voilà, qui avaient de belles fusées quand elles allaient sur le côté. Et donc, les variations se faisaient super bien. Et quand vous faites les variations et que vous variez même les variations, vous avez une équipe en face qui se perd. Parce que quand vous faites une variation à droite, elle s'attend à ce que vous refassiez une variation à droite. Mais vous la faites à gauche. Ça change tout. Et quand vous la faites à gauche, elle s'attend à nouveau que vous reveniez à gauche, vous la faites à droite. Et même dans une même foulée, dans une même phase de jeu, des variations à gauche, des variations à droite, ça peut venir de n'importe où. Et donc, du coup, ça signifie que le danger sur les côtés, il est permanent et il est absolument imprévisible. Et c'est ça le nœud. C'est ça le nœud qui est à l'avantage de cette équipe béninoise-là. Donc, premièrement, le milieu de terrain, à mon avis, a très bien fonctionné. Cette attaque ne pouvait pas mieux fonctionner si le milieu de terrain ne fonctionnait pas bien. Et c'est pareil, ce milieu ne pouvait pas mieux fonctionner si, au niveau de la défense, on ne tenait pas bon. Donc, même s'il n'y a pas eu de grande velléité égyptienne, je crois que cette défense-là a été assez sereine, autant la gardienne de but que les défenseurs qui étaient alignés. Tout le monde a fait son job. Ce que j'ai le mieux apprécié au niveau de cette équipe dans une certaine entièreté, c'est la sérénité avec laquelle les filles ont joué. Il y avait de la sérénité. Oui, on voyait qu'elle dégageait quand même une certaine assurance. Même quand il y avait des ballons au niveau de la défense, on les sortait de façon totalement sereine, oui, de façon propre, comme on le dit en commentaire de foot. On les sortait de façon totalement facile et propre, sans se prendre la tête du tout. Vous n'avez pas vu de longs dégagements, non. Le football aujourd'hui, ce n'est plus ça. Le football aujourd'hui, c'est beaucoup plus des jeux courts. Voilà, la possession de jeu, la façon de manier le ballon, de pouvoir utiliser le ballon. Autant quand on a le ballon que quand on l'a pas, il faut pouvoir avoir des phases de jeu qui sont totalement constructives, qui permettent de pouvoir soit récupérer le ballon, soit mieux utiliser le ballon que l'on a pour pouvoir essayer d'avoir une occasion de but. Et toutes les fois que les occasions de but sont arrivées, on les a marquées. Et je ne fais pas d'abus quand je dis que le Bénin aurait pu gagner ce match au-delà de 4-0. Alors, tombeur de la RDC, les Éléphantos de la Côte d'Ivoire affrontent donc le Bénin dans 2 matchs aller-retour. Oui. Le premier match aura lieu entre le 1er et le 3 mai à Abidjan. Et ensuite, les Amazones du Bénin vont recevoir les Éléphantos de la Côte d'Ivoire, les U20, bien sûr, les jeunes dames, au stade Kégué, à Lomé, pour cette ultime phase qualificative de cette Coupe du Monde. La Côte d'Ivoire, est-ce qu'elle est abordable ou elle savait être dangereuse pour nos filles? Écoutez, on parle de la Côte d'Ivoire et même au niveau des filles, on parle quand même de la Côte d'Ivoire. C'est une grande nation de football en Afrique et même dans le monde. Donc pour moi, elles sont dangereuses. Il faut prendre les matchs match après match. Et je pense que l'équipe d'encadrement gagnerait à pouvoir véritablement travailler sur les vidéos qu'elle pourrait avoir pour cette équipe de Côte d'Ivoire là. Travailler sur comment contrer cette équipe-là, comment l'empêcher de pouvoir développer son jeu. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est une équipe, vous le remarquerez, qui a un atout qui est un peu identitaire à l'équipe du Bénin. C'est une équipe qui utilise beaucoup les couloirs. Oui. Donc, il va falloir trouver la solution au niveau de ces couloirs-là. Est-ce qu'il faut faire en sorte que les défenseurs que nous avons au niveau des 2 couloirs puissent être renforcés par des milieux de terrain? Est-ce qu'il faut faire en sorte que les libéraux puissent venir en secours au fur et à mesure? Est-ce qu'il faut varier les schémas de jeu quand on joue, par exemple, en 4-4-2? Quelle variation il faut faire? L'équipe d'encadrement pourra trouver la solution à ces interrogations-là, de sorte à ce que nous puissions affronter la Côte d'Ivoire avec la même sérénité que nous avons affronté cette équipe égyptienne et tenir bon, faire un bon match, pourquoi pas, à Abidjan. De toute façon, nous avons longtemps dit que la terre abidjanaise nous portait chance. C'est l'occasion de pouvoir expérimenter avec les dames. Et aller, pourquoi pas, avoir une victoire là-bas, malgré que nous savons que
Les supporters en Côte d'Ivoire sont de véritables 12e hommes. On pourra aller le faire si on garde la même sérénité, si on garde la même aptitude, le même pragmatisme face au but que l'on a eu face à l'Égypte et même face à la Guinée, j'ai envie de dire. Donc si on garde ce même pragmatisme-là, je pense qu'on pourra faire non seulement un bon résultat à l'aller, mais on pourra également finalement avoir ce ticket qualificatif pour la Coupe du Monde dont nous rêvons tous. Alors, si cette qualification venait à se concrétiser, quel impact cela pourrait-il avoir sur l'ensemble du football féminin béninois? Waouh, ça va donner de la force à l'ensemble du football féminin béninois. Et au-delà, ça va donner de la force au football béninois en général. La fédération s'en sortirait bien fière parce que, vous savez, le championnat national féminin a repris de plus belle il n'y a pas très longtemps. Et c'est petitement que nous sommes en train d'arriver à ces étapes-là. Moi, je suis heureux que ces filles-là qui se constituent cette équipe du 20 aujourd'hui proviennent pour la plupart d'entre elles, voilà, du championnat béninois. Ça veut dire que nous avons un championnat qui n'est pas si zéro que ça. Et donc, je pense que ça va donner de la force à cette équipe féminine béninoise. Ça va donner de la force à la fédération. Et je croise même les doigts et j'espère que ça va donner, c'est à coup sûr en fait, ça va donner davantage de force aux hommes au niveau des seniors autant qu'au niveau des divisions inférieures, des stades inférieurs en termes d'âge au niveau du football. Et donc c'est le seul mal qu'on pourrait nous souhaiter à nous Béninois. Alors, enfin, dites-moi, nous sommes à un carrefour où tout le monde est content du résultat et de l'effectif. Est-ce qu'on peut dire que cela découlerait de cette politique que l'État a mis en place en déjà mettant en place les classes sportives au niveau des collèges? Ou est-ce qu'on peut dire que c'est le travail professionnel de Abdoulaye Ouzérou, ou plutôt si c'est les deux? Quel est votre avis sur... C'est tout un ensemble. Aux deux, j'ajouterais une troisième option ou un troisième, une troisième origine, je vais dire ça de cette façon-là. Oui, les classes sportives, elles ont le mérite de pouvoir nous amener vers un championnat scolaire national que nous organisons. Et à travers ce championnat, nous arrivons à révéler des talents. Donc oui, forcément, ces classes sportives aident beaucoup. Au-delà de ces classes sportives, je mets le travail d'Abdoulaye Ouzérou en troisième. Au-delà de ces classes sportives, il y a beaucoup de jeunes béninoises qui ont de l'amour pour le football, qui aiment jouer au football, mais qui un peu sont terrées chez elles parce qu'elles se disent si je dis maintenant que je vais faire du football, ma mère ne voudra pas. Elle voudra peut-être que je puisse continuer mes études. Papa voudra que je puisse être médecin ou architecte ou je ne sais pas moi, avocat. Tous les métiers qu'on estime être les meilleurs métiers au monde et dans lesquels les pratiquants, pour la plupart, souffrent le martyre de leur métier. À chaque métier, du moins, son martyr. Il y a plein de filles comme ça, comme je le disais, dans nos hameaux, dans nos quartiers, dans nos villages et même dans nos villes et quartiers de ville, qui développent tous les jours cette envie-là de pouvoir jouer au football et qui n'ont pas la possibilité de le faire juste parce qu'elles ont peur de la réaction de leurs parents. Il y en a certaines qui se cachent pour jouer et qu'on détecte facilement. Moi, j'en ai vu à l'université à travers des championnats qui étaient, des tournois qui étaient organisés à l'université. J'ai vu des filles jouer au football, mais je me suis dit, oh mon Dieu, comment elle est à l'université, elle sait jouer si bien, ça veut dire qu'elle a commencé il y a longtemps. Et donc, je pense que pour tout ça mis ensemble et ajouter à cela le fait que nous avons un coach, Abdoulaye Ouzérou, qui se donne à fond. J'ai entendu dire dans certaines coulisses, je ne sais pas si c'est vrai, qu'il n'a pas encore un contrat direct ou qu'il n'a pas encore un contrat officiel. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Je mets ça entre guillemets, je mets même des parenthèses. C'est des rumeurs qui courent. Je mets même des parenthèses. Bon, c'est des rumeurs, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais si je prends cet aspect et que et qu'il s'avérait que c'était vrai, et que malgré cela, ce Abdoulaye Ouzérou-là, ce coach-là, se donne autant pour cette équipe, ben je dis bravo. Bravo. Et j'ai remarqué la synergie, j'ai remarqué la familiarité. Et vous l'avez sans doute remarqué avec moi à la fin,
au coup de sifflet final de ce match face à l'Égypte. Vous avez vu, tous ensemble, ils ont célébré cette victoire, la joie de cette victoire-là avec frénésie, avec les supporters qui étaient venus au stade Kégué de Lomé. Et j'ai même vu Abdoulaye Ouzéo à un moment donné danser sur le 4e but de Romaine. Et je me suis dit, ben voilà un père et ses enfants qui avancent tranquillement, qui avancent petitement, plaisent au ciel qu'ils puissent atteindre chacun de leurs objectifs et que les mains de nos ancêtres puissent être également toujours avec eux. Nous allons donc définitivement fermer cette page des Amazones U20 et enchaîner avec ce sujet qui nous écoeure et miette nos cœurs de supporters de football, cet incident. Ce crime, j'aimerais dire, cet attentat commis contre le football qui ne cesse de répéter, on dit chasser le naturel. Il revient au galop. Il revient au galop, en espérant que ce n'est pas aussi naturel que cela semble l'être. Vinicius Junior, qui a encore été victime du racisme, une fois encore hier, lors du match Benfica Lisbonne contre le Real Madrid, lors des matchs de barrage accessible au tour suivant en Champions League. Est-ce un échec du football moderne pour radier de ces écuries cette teigne-là? J'ai envie de dire oui. Je ne sais pas, j'ai envie de dire oui parce que, écoutez, vous en parlez et vos mots traduisent la tristesse que l'on ressent quand de telles choses arrivent au football. Et que depuis des années, sur certains matchs, on met non au racisme, oui, des messages qui disent ne faites pas ça, ne faites pas ci. Mais chaque fois dans les championnats, des problèmes se posent. Des problèmes se posent par rapport au racisme, autant dans les championnats européens que dans les championnats d'ailleurs. Et en Europe, c'est des cas qui sont légion. Que ce soit en Ligue 1, que ce soit en Liga, que ce soit en Bundesliga ou même encore en Première Ligue, c'est des choses qui arrivent. Malheureusement, elles arrivent. Je suis choqué que cela arrive en Champions League. La Champions League, c'est l'une des compétitions les plus vues, les plus suivies, les plus vues au monde. Si on peut même dire, on va parler de vitrine du football européen. Mondial, j'ai envie de dire, parce qu'au-delà du football européen, parce que on dit européen parce que la Champions League, elle est européenne, mais au-delà du football européen, c'est une compétition qui est mondialement vue aujourd'hui, et que de tels gestes de racisme puissent arriver, c'est dommage. Moi, je suis davantage écœuré que cela quitte la tribune, parce que on se plaignait des supporters qui faisaient des signes de singe ou des signes d'animaux pour exprimer leur racisme. On se plaignait des supporters et maintenant ça arrive jusqu'à des joueurs. Écoutez, qui sont ceux qui sont en train de se battre contre le racisme? Premièrement, ce sont les joueurs. Ils devraient être solidaires. C'est les premiers à être solidaires, autant eux que leur encadrement et les instances dirigeantes. Mais entendre dire de la bouche d'un joueur à son homologue joueur, le traité de singe, je trouve que ce n'est pas du tout bien. C'est vrai que la commission de discipline de l'UEFA a déjà été saisie. Il paraît même qu'aujourd'hui déjà ils doivent siéger pour sortir une décision. On ne sait pas la décision qui sortira. Le joueur en question, Prestiani, je crois, si c'est le nom, Gianluca, dit n'avoir pas dit cela, il dit avoir dit autre chose, il dit avoir traité de PD, mais que ce soit PD ou singe, je trouve que ce sont... Je rappelle, la réglementation de l'UEFA a bien été claire, que vous traitez, d'accord, ou que vous appelez un joueur de par sa couleur de peau, son orientation sexuelle, sa religion. Oui, tout est puni. La sanction, elle est la même. Oui, la sanction est la même. Donc, vouloir dire qu'on n'a pas dit singe et dit PD, c'est qu'il n'est pas encore sorti de l'auberge. Non, pas du tout. Pas du tout. Et j'espère véritablement que cette sanction va se
va venir et véritablement que la vérité va sortir. J'étais un peu choqué parce que plusieurs personnes l'ont entendu. Kylian Mbappé dans les couloirs avant d'entrer au vestiaire. Même déjà sur le terrain, il était déjà sorti de ces gonds. Exactement. Et l'équipe du Real a failli ne pas continuer à jouer. Les coéquipiers de Vinicius étaient prêts à quitter le terrain. C'est Vini même qui leur a demandé de continuer le match. Finalement, le match a pu se faire. Et il faut rappeler à nos téléspectateurs et à nos followers surtout que cette suspension du match est totalement réglementaire. Oui. C'est acté depuis, je crois, 2018. Avec une victoire sur tapis vert pour l'équipe ayant subi. Exactement. Donc, c'était totalement normal de pouvoir arrêter le match. Soit l'arbitre pouvait l'arrêter, soit le joueur qui a subi l'insulte pouvait également l'arrêter. Il fallait juste faire un geste, le geste qu'a fait l'arbitre en mettant les mains en croix pour suspendre le match, le temps que cela puisse durer et que la lumière puisse se faire. Donc, quand on doit revenir au fait que l'on puisse être insultant, être j'ai envie de dire péjoratif sur des questions de religion, sur des questions d'orientation sexuelle ou encore sur des questions de couleur de peau ou de race, je trouve que c'est totalement déplacé. Le football est un sport fédérateur. La Champions League est un sport qui est une compétition qui est planétairement suivie. Et donc, je pense que on devrait, les instances de l'UEFA, les clubs et tout le reste devraient travailler et faire en sorte que le racisme et tout ce qui a rapport puisse être totalement bouté dehors. Voilà. Et pourquoi ce type de comportement persiste-t-il encore aujourd'hui dans les stades européens? Ceux-là qui semblent même être ceux qui devraient donner l'exemple. Exactement. Bien malin qui pourrait le dire. Hein. On pourra seulement s'appuyer sur on va dire quoi, certains faits que certains pourraient également traiter de clichés. Mais bon, pour l'heure, on ne peut s'appuyer que sur ces clichés-là. Le premier, c'est que, écoutez, qu'on le veuille ou non, jusqu'à aujourd'hui, qu'on soit en plein 21e siècle, en 2026, de surcroît, il y a encore des personnes qui se trouvent être animées d'une certaine animosité quand elles rencontrent des personnes autres qui sont d'une autre couleur que la leur. Et c'est dommage, en fait. Vous rencontrez des Européens qui à chaque fois qu'ils rencontrent des personnes asiatiques ou africaines, se trouvent être dérangés au point de leur proférer des injures. Une telle injure d'un joueur est déjà arrivée par le passé. Je crois que c'était avec un club anglais, je crois que c'est Wolverhampton ou je ne sais pas. Mais le joueur a reçu 10 matchs de suspension. Quand le conseil de discipline s'est appuyé sur la question, il a reçu 10 matchs de suspension. Donc ça veut dire que c'est pas la première fois que ça arrive. Et c'est vrai que c'était à un niveau vraiment inférieur que celui de la Champions League. Mais pour revenir essentiellement à la question, je trouve que cette façon d'être animé par cette animosité-là, quand on rencontre une personne d'une autre couleur, au point de pouvoir l'insulter, de le traiter de singe, ou le traiter de beurre, ou encore le traiter de jaune, je ne sais pas, ça dépend de la personne que l'on rencontre, ce n'est pas du tout bien. Parce que le monde est aujourd'hui un village planétaire. Et où est-ce qu'on est condamnés à vivre ensemble, dans notre différence. Nous sommes tous différents, mais nous sommes condamnés à vivre ensemble. Et j'ai envie même qu'on ne dise pas que nous sommes condamnés à vivre ensemble. Nous devons avoir dans cette, entre guillemets, condamnation, le bonheur de pouvoir vivre ensemble. Parce que c'est toujours utile, c'est toujours bien de faire un sourire, de faire une banane à une personne que vous rencontrez. Ça met de la couleur, ça met de la joie dans votre journée. Et ça facilite la façon dont les choses se déroulent par la suite. Et donc, pour moi, il faudrait véritablement que l'on puisse se départir de ces clichés-là sur lesquels on s'accroche juste par mauvaise idéologie. Et je veux poser une question, hein, vous allez me le permettre. Allez-y. Je ne sais pas si vous allez la trouver un peu déplacée aussi. Nos téléspectateurs vont trouver cette question un peu déplacée. J'aimerais dire, pourquoi toujours Vinicius? Est-ce qu'il dérange sur le terrain? Est-ce son football? Ou est-ce qu'il a un comportement qui dérange? Son talent dérange? Qu'est-ce qui peut expliquer le fait que ça soit toujours lui? Et vous voyez, Vinicius, à chaque fois quand le Real doit rencontrer Valence à Mestalla, il y a toujours polémique. On sent déjà que le mercure monte déjà et puis on commence pas à alerter
les hautes sphères dirigeantes pour qu'on n'en arrive pas à ces champs d'extrémité. Pourquoi chaque fois c'est Vinicius qui est toujours, même s'il n'est pas le seul, hein, mais pourquoi à chaque fois cette polémique est toujours liée à ce joueur? Écoutez, on va isoler le cas de Valence et dire que en fait celui de Valence arrive parce qu'il y a des antécédents. Par le passé, il y a eu des antécédents avec le club de Valence et notamment avec Vinicius également. Et donc ça a été À telle enseigne que Netflix, je pense, hein, avait même sorti un documentaire polémique sur le sujet. Oui, sur le sujet, oui. Et ça continue. Et le mal, c'est que l'année dernière ou l'année sur-dernière, il y a eu encore un gros problème par rapport à ça, parce que le Real a gagné un match dans les derniers instants, a marqué un but qui lui faisait gagner un match dans les derniers instants et qui n'a pas été validé. Ça a encore remonté le mercure par rapport de Jude Bellingham sur un corner. Le ballon était encore en suspension et puis l'arbitre avait sifflé exactement, la fin de match. Voilà. Donc ça a encore davantage ravivé les tensions par rapport à ça. Vinicius est intervenu. Dieu merci, ce jour-là, il n'a pas reçu un rouge. Et Dieu merci pour son équipe, même pas pour moi, il n'est pas de ma famille. Donc on poursuit. Et donc pour moi, ce cas, il est totalement isolé. Et même dans le championnat espagnol, la plupart du temps, Vinicius a des problèmes avec certains supporters juste parce que, écoutez, vous avez parlé d'une chose tout à l'heure, il a un talent qui dérange un peu. C'est le genre de personne très provocateur. Son génie et son caractère font de lui une personne qui, même quand elle est totalement dans son aise, en train de jouer dans son naturel, provoque et dérange. Mais on a vu les Neymar, on a vu, j'aimerais dire les Messi. Certes, ils ont aussi été victimes de ce racisme, mais pas autant. J'ai parlé de caractère tout à l'heure au-delà du génie. Le caractère de Vinicius Junior n'est pas le même que celui de Neymar, même s'ils ont le junior en commun. Ce n'est pas le même que celui de Lionel Messi. Donc, c'est pas le même. Le caractère de Vinicius Junior, c'est celui du un peu comme on le dit chez nous, pour moi, reste pas à l'étranger. Donc, quand tu me le fais, je te le refais en même temps, je te le dis en même temps, c'est cash. C'est cash comme on le dit. Donc, il est une personne à réaction. Il y a qu'à voir ce qu'il a posté sur son compte Instagram après le match d'hier. Donc, malgré que les choses se sont calmées. Donc, c'est une personne à réaction. La preuve, dès qu'il a entendu l'insulte, il a couru vers l'arbitre, il a signalé pour que cela puisse faire office d'un arrêt de match, d'une suspension de match, et qu'une décision puisse être prise. Et entre nous, la décision que tous espéraient, c'est que soit on puisse déclarer la victoire du Real sur tapis vert, même s'ils étaient en train de gagner déjà, ou au minimum que l'on puisse avoir un aveu de Gianluca Prestiani, j'espère que je prononce bien son nom, et qu'il puisse recevoir un rouge et que le conseil de discipline puisse se pencher sur son cas par la suite. Et donc, je crois que Vinicius a du talent. Nous tous, on est d'accord là-dessus. Même ceux qui ne l'aiment pas sont d'accord là-dessus. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils ne l'aiment pas beaucoup. Mais on reconnaît également qu'il a un caractère qui, quelque part, dérange. Parce que c'est une personne à réaction. C'est pas le genre de personne à ravaler, à entendre et à se taire tranquillement. Non. Il réagit toujours au fur et à mesure. Il réagit. Qui ne connaît ni l'arbitre, excusez de peu le mot, hein, qui grogne, que ce soit l'arbitre, que ce soit même les coéquipiers, les adversaires. Personne n'est épargné. Personne n'est épargné. Et quelqu'un qui quand il est sur le terrain, il laisse pas sa langue au vestiaire. Il vient avec et il l'utilise au fur et à mesure, il l'utilise à guise. Regardez, quand on lui donne le carton jaune, quand il va célébrer son but, il demande à l'arbitre, il lui pose juste une seule question. Why? Pourquoi est-ce que vous me donnez un jaune? Pourquoi est-ce que vous me donnez un jaune? On a estimé qu'il est allé provoquer les supporters portugais, les supporters du stade de Benfica, parce qu'il aurait dansé au coin du corner au lieu d'aller célébrer le but avec je souris parce que ça me fait sourire, au lieu d'aller célébrer le but avec ses coéquipiers. Écoutez, quand on marque un but, on a la liberté de le célébrer comme on veut. Chacun célèbre le but comme il veut. Mais Roger Milla a été
on va dire, personnifié par cette Célébration, oui. Ben, ça n'a jamais C'est en dérangé. 90. Oui, toujours au coin du corner, Exactement. avec la même danse, Oui, si je peux le dire. exactement. Une danse qu'a reproduit Samuel Eto'o Oui. en tant que footballeur également. Ça n'a pas mérité un jaune. Ça n'a pas servi ou ça n'a pas suscité qu'on puisse le traiter de singe ou de quoi que je ne puisse dire ici. Et j'ai même envie de dire, ça n'a pas gêné le public adverse en son temps. Non, pas du tout. Et pourquoi aujourd'hui... Non, hier particulièrement, écoutez, dans ce match, il y avait une revanche. Il y avait une revanche. Oui. Il y avait de la tension dans l'air. Exactement, parce que si le Real est en train de jouer ce barrage, même si moi j'estime, enfin, pour ma petite idée, c'est une pensée personnelle, je pense que ce Real-là en train de jouer le barrage, c'est quelque peu voulu. Parce que au moment où ils étaient en train de jouer le dernier match de la Ligue des Champions, leur dernier match, je trouvais que cette équipe du Real n'était pas encore totalement rodée. Il fallait encore la roder quelque peu pour le milieu de saison. La suite de la saison. Vous savez que c'est en milieu de saison que ça devient compliqué. Donc il fallait davantage la roder pour la suite de la saison. Donc l'une des meilleures façons de pouvoir roder son équipe, c'est de prendre 2 matchs supplémentaires pour jouer les barrages. Et pendant les barrages, vous la rodez davantage. Et vous-même avez vu que la trêve hivernale a permis à cette équipe d'être quelque peu mieux rodée. Elle est revenue un peu plus forte, physique, un peu plus physique, un peu plus cohérente. Hier, par exemple, vous voyez un Real qui fait une pression haute pendant quasiment tout le match. Il y a longtemps qu'on a vu ça. Donc, pour moi, ce barrage-là, c'est un peu voulu. Mais au-delà de ça, il faut se souvenir que le Real a perdu quoi? 4-2, je crois, sur le dernier match dans ce même stade-là, en Ligue des Champions. C'est pas fréquent. C'est pas fréquent. Et les adversaires d'hier, qui ont perdu hier, étaient heureux de pouvoir célébrer ce but-là. Un but, cette victoire-là, du moins, victoire davantage galvanisée par un but de gardien, qui n'arrive pas toujours en football. Et donc, il y avait cette revanche-là à pouvoir, revanche-là à pouvoir prendre dans ce match-là. Et bon, ça a été pris au stade de la Louz, je crois. Oui, de la Lumière. Voilà. Et le match retour, c'est à Bernabéu, je crois, dans une semaine. Et bon, voilà, on verra comment ça finira. Et pour finir, si vous avez un message, on sait qu'il ne va pas nous entendre ni nous perdre. Si vous avez un message pour Vinicius Junior, pour les jeunes qui regardent le football aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cet incident d'hier? Mais à culpa, je suis désolé pour ce qu'il a vécu, ce qu'il vit sur les terrains par rapport au racisme, mais je voudrais qu'il puisse rester beaucoup plus sur le sportif. Qu'il fasse le job qu'il a à faire, dribbler qu'il veut dribbler, envoyer en l'air ou au tapis qu'il veut envoyer en l'air, faire des petits ponts comme il veut, marquer beaucoup de buts pour son club et pour son pays également, faire des passes D aussi, mais rester uniquement sur le sportif. D'accord, et ne plus entrer dans les polémiques. C'est vrai que c'est dérangeant quand vous êtes une personne d'une couleur et qu'une personne d'une autre couleur vous traite des noms d'animaux. Je vais le dire de cette façon-là pour ne pas répéter ce qui a été dit hier, ce qui aurait été dit hier. On va continuer à le mettre au conditionnel jusqu'à ce que la décision finale puisse sortir. Mais il faut rester à fond focus sur le sportif parce que c'est ça le plus important. Et donc, la meilleure façon d'y répondre, c'est de faire comme certains l'ont fait par le passé. C'est vrai qu'ils l'ont fait et parfois ils étaient obligés de pleurer. Vinicius aussi a pleuré plusieurs fois. Mais c'est de marquer davantage de buts. C'est de faire gagner davantage son équipe. C'est de gagner davantage de trophées. Et après, quand vous brandissez ces trophées-là, les personnes qui vous ont insulté, elles n'ont qu'une chose à faire. C'est se taire. N'est-ce pas? Alors, nous allons finir par dire, le racisme n'est pas une provocation en tant que telle. Nous irons au-delà de ça pour dire que ce n'est pas une opinion, mais c'est plutôt un crime. C'est un crime, cet incident. Tant qu'un joueur sera insulté sur un terrain de football pour sa couleur de peau, le football aura perdu une partie de son âme. Alors, agir, c'est choisir. Le camp de football, le vrai, serait déjà le choix le mieux adapté pour nous permettre à nous supporters, à nous amoureux du cuiron de toujours
nous délecter de ce spectacle. Nous allons donc finir sur ce sujet. Et je vais remercier notre invité. C'est moi. Je vous remercie. J'espère que les prochaines invitations, vous serez toujours là. Tant que ce sera possible, je serai toujours là. N'est-ce pas? Il y a un bel accueil ici. Merci donc, cet Athémie. Chers amis, ça en est donc fini pour aujourd'hui et à la prochaine.